Chaque tour du monde, chaque grande aventure maritime, on se demande toujours si c'est possible. Un tour du monde par rapport à une transat, on comprend bien la différence en termes de distance en fait, c'est tout simple. La route du Rhum, maintenant il faut une petite semaine pour l'effectuer, pour le vainqueur en tout cas, sur ces fameux ultimes. Un tour du monde, pour le gagner, il va falloir mettre au moins 40 jours, à peu près. C'est tout. Il y a un facteur d'échelle, donc un facteur de rythme à s'imposer soi-même quand on est skipper à bord de ce bateau, un facteur de risque pour le bateau lui-même. On arrive dans des endroits qui sont un peu plus hostiles, potentiellement. Le grand désert maritime qu'évoquait Olivier de Kersauzon il y a quelques années, c'est vrai, c'est un endroit dans lequel il n'y a pas d'assistance particulière. On se sent un peu seul quand on est au milieu du Pacifique. Donc on est un peu plus en mode survie. Sur la route du Rhum, on ne se pose pas la question, on attaque tout le temps. Là, il faut préserver la machine. Donc c'est un pari qui va être passionnant à suivre de l'extérieur, en fait. C'est surtout ça qui va être pas mal. On a beaucoup plus de questionnements mécaniques aujourd'hui à cause de la vitesse, à cause de ces ultimes, ces engins étonnants. Donc chaque skipper et chaque équipe sait qu'ils sont quand même, je ne veux pas dire fragiles, mais en tout cas sensibles. Alors qu'il y a quelques décennies, on se posait plutôt des questions sur la capacité mentale des marins à faire ce qu'ils voulaient faire. Le premier Vendée Globe en 89, les sachants ou les journalistes spécialisés se demandaient si on n'allait pas revenir fou. Vont-ils revenir fous? On avait des sujets là-dessus. Mais c'est quoi le problème? Aujourd'hui, le côté spectaculaire de ces images et le côté exceptionnel de vitesse de ces ultimes fait qu'on se demande si mécaniquement c'est possible. Et les marins eux-mêmes se posent la question. C'est ça leur grande question. Les marins savent très bien qu'ils sont sur des œufs à ces vitesses-là et qu'ils ont un peu de mal à ne faire que, ne serait-ce que traverser l'Atlantique sans dommage. Un multicoque, une fois plus, trimaran ou catamaran, a la fâcheuse tendance à être plus stable à l'envers qu'à l'endroit. Donc l'idée, c'est pas chavirer. Sur ces ultimes, on est assis sur 4 points. On a le grand foil du flotteur, et puis sur la dérive au milieu, sous la coque centrale, on a un plan porteur aussi. Et celui-là permet de régler le pitch, on appelle ça l'assiette du bateau. Et ça, c'est le côté dangereux de ces fameuses ultimes. C'est un petit peu comme si j'avais le pied de mon fauteuil ici, le 4e pied, qui est vissé dans le sol, pas les 3 autres. Et donc, ça m'empêche de basculer comme ça. Mais si d'aventure la vis casse brutalement, eh ben, je vais basculer franchement. Ben, c'est un peu ce qui se passe. Il y a un des plans porteurs qu'on peut faire travailler en négatif. Donc lui, il a tendance à nous enfoncer le bateau dans l'eau et ça vient contrecarrer les efforts qu'il y a sur les voiles. Et donc, ça augmente inévitablement la vitesse. Mais ça augmente le danger parce que si d'aventure, ce plan porteur qui me retient dans l'eau n'est plus dans l'eau parce qu'il y a des creux, des vagues et ainsi de suite, pouf, d'un seul coup, je peux chavirer. On a augmenté la vitesse de nos bateaux par 4. En 40 ans, on a quasiment doublé dans les 10 dernières années. En fait, c'est vraiment l'ascension est extrême à cause de ces fameux foils. Et le fait d'augmenter les vitesses, ça ne fait qu'augmenter les risques. Ils ont tous envie de finir, clairement. Et la conséquence est relativement claire. Si on arrive à finir, on a de fortes chances que le résultat soit bon.